Salam alaikum, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons expliquer le cours numéro 8 intitulé Les transformations urbaines du 19e siècle. Ce cours est la suite logique des cours qui concernent la révolution industrielle et les changements dus à l'avènement des nouvelles technologies et de la nouvelle situation de la ville pendant le 18e et le 19e siècle. Dans ce cours, nous allons tout d'abord faire un petit rappel sur le contexte de la ville industrielle, c'est-à-dire cette ville qui a connu une industrialisation de masse avec tout ce qu'a engendré comme des phénomènes de pollution, entassement de la population, crise de logement, etc. Et on va donner quelques exemples, notamment les transformations de Paris et des théories urbaines de Cerda à Barcelone. Donc pour rappel, durant cette période, nous avons assisté à une croissance urbaine accélérée. Elle a été nourrie par l'exode rural. Ceci a créé de nouveaux noyaux autour des villes existantes. On les a vus, c'était majoritairement de l'habitat précaire, de la classe prolétaire qui attend un emploi. Ça a donné bien sûr une nouvelle structure urbaine, puisque la ville du 19e siècle connaît un nouveau tissu qui doit accueillir des nouveaux moyens de transport tels que le train, tramway, la voiture, et qui doit quand même être suffisant pour de nouveaux besoins, notamment le besoin de l'industrie. Ceci veut dire qu'on va assister à des extensions urbaines en masse et on va dépasser les limites intramuros des villes moyenâgeuses. En plus de tous ces changements de structure, la ville va connaître l'implantation et l'édification de nouveaux édifices qui sont en relation avec de nouvelles fonctions comme on a déjà évoqué. L'image de cette ville du 19e siècle, ce n'est pas la même chose que la ville du Moyen Âge. Donc cette ville devient beaucoup plus rationnelle et géométrique, beaucoup plus raisonnée par la structure des transports, pour permettre au tramway par exemple ou à la voiture de circuler. On ne peut pas avoir des rues sinueuses qui meuvent le Moyen Âge. La mécanisation générale, c'est-à-dire l'utilisation des moyens automobiles, etc., et en rupture, fait une rupture avec le cadre traditionnel. Le cadre traditionnel, c'est-à-dire on parle du tissu traditionnel des villes du XVIIe et XVIIIe siècle, qui est un tracé qui n'est pas fonctionnel, comme on vient de l'expliquer. Donc on va assister à un passage vers un système plus fluide, le tracé orthogonal. Donc l'image de la ville, elle est guidée principalement par un objectif fonctionnel, assurer la fonction de transport. Donc, cette structure qui était avant des ruelles et des impasses, on va assister à la naissance de nouvelles notions. L'avènement de l'allée et du boulevard. Donc, les nouveaux bâtiments sont généralement d'une taille imposante et nécessitent de rompre avec l'enchaînement classique du Moyen Âge. Et il faut trouver une solution à l'insalubrité, c'est-à-dire la saleté, l'humidité qui régnait au niveau des villes moyenâgeuses parce que les rues elles étaient étroites et c'était très dense. Donc il fallait adopter, pour une raison hygiénique, il fallait adopter un tracé urbain aéré. Donc on va essayer d'élargir les voies. Donc si on va essayer de comparer entre ces trois types de tracés, les voies n'ont pas la même largeur et n'ont pas du tout la même fonction. Donc là, on voit qu'il y a une pente vers la partie médiane ou un caniveau. Donc c'était pour l'écoulement des eaux, parce que l'écoulement se faisait en surface majoritairement. Et regardez comment c'est étroit, ça ne permet pas au soleil de pénétrer, ce qui va engendrer des problèmes de santé. Donc là, par contre, c'est un tracé plus aéré. Donc
Une astuce pour comparer les deux, essayons de voir la surface de ciel qui est visible. Donc, on va commencer par l'exemple de Paris, parce que c'est un exemple vraiment une leçon. C'était une transformation de fonds et c'était des opérations de masse. Le constat, c'est que durant les années 1800, Paris, c'était une ville qui est entourée par des bidonvilles et c'était une ville insalubre, c'est-à-dire sale. Elle a assisté des, des épidémies de choléra 1832 et une autre en 1849 avec près de 25 000 victimes. C'est-à-dire quand même les conséquences sanitaires elles étaient désastreuses. Donc au début du 19e siècle, l'organisation de Paris était d'aspect médiéval, les rues étroites et sinueuses, c'est-à-dire comme toutes les autres villes de cette époque. Le centre il était très dense, congestionné, et les bâtiments trop hauts par rapport à la largeur des rues. Donc là, la ville n'a pas pu être synchronisée rapidement avec l'industrialisation. C'est-à-dire on a toujours gardé le même tracé tout en ayant des charges nouvelles. On va accueillir beaucoup de population, accueillir des moyens de locomotion mécanique, etc. Donc pas de soleil, pas de lumière, ce qui veut dire humidité, insalubrité, ce qui veut dire maladie. Donc essayez d'imaginer à peu près une ville d'une surface importante qui est organisée de cette manière-là. Donc forcément, en ajoutant l'industrie et les moyens de locomotion qui engendrent la fumée et de la pollution, donc c'est carrément invivable. Et donc ce sont des photos, voire des dessins qui montrent une réalité, c'est-à-dire ici ça permet à un petit chariot de passer et ce n'est pas fonctionnel du tout, mis à part le côté hygiénique. Donc là, pour agrandir, ça nécessite forcément des opérations lourdes. C'est-à-dire, quand on dit lourde, ça nécessite une démolition. On ne peut pas agrandir ça sans toucher au bâti. Et ces opérations sont très délicates et nécessitent une volonté politique. Heureusement, c'est-à-dire Napoléon III, il a décidé de lancer un chantier, c'est-à-dire un très grand chantier au niveau de Paris pour tracer ce qu'il appelait le nouveau Paris, voilà, le Paris du futur. Les travaux ont commencé en 1853, qui étaient encadrés par le préfet, c'est-à-dire le maire. Il s'appelait Haussmann. Donc Haussmann, c'était pas un architecte ni un ingénieur, mais c'est juste le préfet de Paris. Mais c'est lui qui a encadré, il a participé au traçage des grandes opérations. La reconstruction de Paris à partir de 1853 est considérée comme la plus importante transformation urbaine de l'ère industrielle. Elle a été faite, c'est-à-dire en parallèle avec d'autres opérations, mais celle-là c'était la plus importante. L'idée de base c'était de remplacer les rues étroites et sinueuses du Paris médiéval par des voies beaucoup plus rectilignes. Donc on va adopter un tracé rectiligne, c'est-à-dire linéaire, khat mustaqim, qu'on a appelé percement. Donc c'est des percées. Avec un système d'organisation uniforme. Donc l'organisation uniforme, d'un côté, ça facilite le travail avec la standardisation et le travail de série, ce qu'on va voir dans la diapo suivante, mais aussi ça donne une image d'un empire qui maîtrise, qui domine et qui a une capitale organisée. Donc, ici par exemple, on a une percée et on donne un cahier de charge qui délimite par exemple la forme des arcades, la hauteur des étages, ce qu'on fait dans la partie supérieure, etc. Et ça donne un aspect très organisé, malgré qu'au niveau de cette rue, on a plusieurs propriétaires, mais qui respectent tous l'aspect uniforme. Donc cette volonté, elle reflète, comme on vient de le dire, la force du pouvoir centraliste. Donc c'est l'image d'un pouvoir quand même en place. Donc l'insalubrité du ville est une raison fondamentale
bien évidemment, mais il y a d'autres raisons derrière. Donc, cette insalubrité est une raison directe, puisqu'il faut, en tout cas, euh, adopter un tracé aéré pour offrir plus de lumière, assainir, c'est-à-dire travailler l'assainissement et rendre plus sain, أكثر صحي, et rendre plus accessible et vivable. Parce que le milieu هذا, c'est quelque chose qui ne peut pas durer longtemps. Mais il y a une raison indirecte, c'est que la population défavorisée qui vivait dans ces quartiers forme l'ennemi intérieur de l'Empire. Donc il fallait quand même trouver comment les maîtriser. Et ces tissus qui sont étroits ne facilitent pas le contrôle de la population. C'est-à-dire la même image, par exemple, euh, la bataille d'Alger, c'est-à-dire les rues Al-Qasba, c'était carrément comme un labyrinthe. C'est comme un labyrinthe et ça facilite aux Mujahideen de se cacher euh, dans des recoins et des abris. Donc les rues larges et droites sont une solution qui permet de maîtriser les foules et contrôler les émeutes. D'ailleurs, la devise d'Osman, c'était qu'il faut tracer des voies qui permettent de faire circuler le canon librement. Donc là, ça, c'est la face cachée de cette opération. Donc, c'est pas forcément pour le rôle hygiénique ou pour avoir une capitale organisée et tout, mais c'est aussi pour pouvoir contrôler la situation. Donc, la situation politico-économique de Paris comme grande capitale nécessite des adaptations à la hauteur de cette dernière. Donc, il faut lui offrir, pour avoir une capitale performante, il faut offrir des axes de communication performants et régler les problèmes de la circulation. Et ça, il faut le dire, c'est des choses qui se sont faites pour une vision à très long terme, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, Paris ne souffre pas des problèmes de circulation puisque les axes, les voies de circulation sont bien dimensionnées. Donc il faut aussi, pour avoir l'image d'une capitale, d'une grande capitale, il faut avoir une belle image, donc qui soit propre, uniforme, des alignements, des plantations. Il faut offrir un niveau de vie élevé, c'est-à-dire tout ce qui est assainissement, addiction en eau potable, etc. Et prévoir, ce qui est toujours important, prévoir une future évolution du centre. C'est-à-dire que l'opération, c'est pas de trouver des solutions aux problèmes de 1853 et reconstruire Paris seulement, mais il faut trouver des solutions pour que les prochaines extensions puissent être faites avec une très bonne relation et une bonne harmonie avec le centre existant. Et c'est ce qui manque aux villes algériennes. Donc là, c'est un, si on peut le dire, le plan de Paris, c'est-à-dire vers les années 1800. Et on voit comment, c'est vrai, il y a des tracés qui sont directs, mais là, le tissu, il est vraiment très congestionné. Donc on peut le voir, il y a beaucoup de ruelles, il y a beaucoup d'impasses, il n'y a pas d'axe de transport important. Même la hiérarchie qu'on connaît actuellement de voies principales, secondaires, tertiaires, etc. n'est pas visible. L'idée principale, c'était quoi? C'était de prendre le centre et essayer de faire des percées, c'est-à-dire tracer des voies rectilignes en partant de son centre vers les extensions, vers l'extérieur, les faubourgs. Puis on a des périphériques, des voies périphériques, ce qu'on peut appeler une ceinture urbaine. Donc une première ceinture, une deuxième ceinture, une troisième ceinture, etc. Les hommes plusieurs extensions urbaines. L'avantage, c'est qu'il faut toujours garder des percées qui permettent la transition rapide entre les différentes ceintures urbaines et entre le centre et sa périphérie. Donc c'était ça principalement l'idée des percées. Donc si on essaie de voir l'image, le plan avant la transformation et l'image par satellite après transformation, on remarque que toutes ces voies qui étaient un peu sinueuses, etc., sont remplacées par des voies beaucoup plus rectilignes, un tracé beaucoup plus orthogonal.
Et on remarque par exemple cette voie qui était là, qui commence large, un peu plus étroite avec des contournements, etc. Là, elle devient beaucoup plus rectiligne et d'une largeur importante. Voilà. Ça, c'est une image par satellite de la situation de Paris actuellement. Et on peut voir les percées. Et là, on a les nœuds de transport qui passent, qui sont positionnés par rapport à ces percées. Donc, on peut facilement voir les ceintures urbaines. Donc, première ceinture, deuxième ceinture, il y a d'autres ceintures. Puis les percées et les nœuds de transport importants. Puis on a plusieurs percées dans plusieurs sens pour assurer le passage rapide d'un point vers un autre. Parmi les points importants aussi au niveau de cette approche de percement, c'est que il faut donner une bonne image de cette ville, de cette capitale, en revalorisant les monuments. Donc les monuments seront bien isolés, c'est-à-dire collés avec d'autres bâtiments. Ils seront mis en valeur dans de grandes places publiques en les reliant visuellement les uns aux autres à travers les grandes voies. Donc ici on a par exemple le Panthéon. Il est entouré par un espace libre. C'est des espaces publics, c'est des places publiques, c'est des parkings pour stationnement. Donc regardez comment on prévoit euh, la valeur future de ce monument. Donc il y aurait des touristes, il y aurait des visites, donc il faut prévoir cet espace libre. Et il faut le relier visuellement. Donc là en face, il y a une percée qui va relier ce monument avec un autre monument visuellement. Donc là, si on est au niveau du sol, c'est-à-dire là, on est à quelque part ici. Donc on voit que la percée, elle est faite par rapport à ce monument. Donc par rapport à l'axe du monument pour qu'il soit visible d'un autre côté. Donc regardez ici par exemple l'arc de triomphe de l'étoile, comment il est situé dans l'intersection de plusieurs percées. Donc il est visible à partir de ce point, on peut le voir, à partir de ce point, on peut le voir, ce qui lui donne beaucoup plus de valeur. L'avenue de l'Opéra, avec l'Opéra de Paris aussi. Donc les façades des, des, des bâtiments forment une paroi. C'est une paroi urbaine. C'est comme un mur. Donc c'est toujours là, on a deux murs qui cadrent la perspective. Et le fond de la perspective, c'est le monument, c'est-à-dire l'Opéra de Paris. Un troisième point par rapport à cette opération de percée, donc mis à part le travail en relation par rapport aux ceintures et aux nœuds de transport, par rapport à la mise en valeur du monument, on a l'îlot. Donc les percements donnent naissance à une nouvelle entité urbaine qui n'était pas bien définie ou la présente auparavant, les Hua l'îlot. L'îlot tout simplement c'est une portion de terrain qui est entourée par des voies de circulation. Et ça donne une îlot qui est divisée en plusieurs parcelles. Donc sa forme est très variable, rectangle, carré, trapèze, etc. Et c'est le résultat du tracé urbain. Généralement, au niveau des parcelles, on essaie toujours d'adopter une division perpendiculaire par rapport aux voies de circulation. Donc, quelle que soit la situation de la voie de circulation, on essaie de diviser les parcelles d'une manière perpendiculaire par rapport à cette voie pour faciliter le travail du plan à l'intérieur. Donc, tout ce qu'il y a comme angles aigus ou obtus sont faits à l'intérieur des parcelles. Chaque parcelle doit accueillir un édifice particulier, mais l'îlot, il est régi par un règlement unique. Donc toutes les parcelles sur le même îlot sont régies par le même règlement. Ici, par exemple, le tracé de Paris avant les transformations, et ça, c'est après les transformations. Donc toutes les parties que vous êtes en train de voir ici, c'est-à-dire ça, c'est des bâtiments qui ont été démolis pour élargir la voie. Bien sûr, démolir, c'est pas supprimer une ligne sur un plan, mais c'est toute une série d'opérations
d'expropriation, remboursement des biens et des conventions et des contrats avec le propriétaire de ces biens immobiliers. Donc l'îlot, il participe à clarifier l'image du tissu urbain. Donc on va avoir îlot 1, 2, 3 qui sont divisés en plusieurs parcelles. Chaque parcelle fait un côté bâti, côté non bâti. Donc il y a une structure urbaine bien organisée. L'occupation de l'îlot est régie par un règlement qui précise le taux d'occupation au sol, c'est-à-dire le CES et le COS, c'est-à-dire le coefficient d'emprise au sol et le coefficient d'occupation au sol, qui sont en relation avec la densité. Et c'était les premiers règlements de l'urbanisme moderne. Donc la présence de cours au cœur de l'îlot est une spécificité de l'urbanisme haussmannien. Donc ça permet d'aérer la ville dense et garantir de meilleures conditions de vie. Donc on va voir par exemple ici, ça c'est l'opéra, bâtiment qu'on était en train de voir avant. Et là par exemple un îlot. Et vous voyez que on travaille un alignement par rapport aux voies mécaniques, on travaille sur un aspect homogène et on offre des façades intérieures qui donnent sur des cours. Ça permet de mieux occuper l'îlot tout en ayant des surfaces intérieures exploitables, c'est-à-dire pour l'éclairage et l'ensoleillement, bien évidemment. Un autre exemple d'îlot, donc toujours on garde une homogénéité au niveau extérieur par rapport aux voies et à l'intérieur on offre des cours de différentes formes mais qui respectent toujours les notions de règlement, c'est-à-dire par rapport à la surface. Donc là on définit soit la forme, soit la surface de la cour. Un autre exemple, donc regardez l'aspect homogène. Bon, c'est vrai que parfois c'est très standardisé, c'est monotone, tous les bâtiments se ressemblent, etc. Oui, c'est vrai, ça existe, mais quand même c'est quelque chose de très organisé en ayant quand même des espaces suffisamment éclairés, même en cœur d'îlot. C'est-à-dire même si l'édifice est situé en cœur d'îlot, mais c'est quand même bien éclairé, bien ensoleillé, bien aéré surtout. La stratégie haussmannienne se base aussi sur le sériel. Donc le sériel, c'est quelque chose qu'on a déjà vu auparavant avec Jean-Nicolas Louis Durand, c'est-à-dire avec cette histoire de catalogue, de standardisation, etc. Donc là, Haussmann il était confronté à une opération de transformation de masse. On va construire beaucoup de bâtiments, mais il faut qu'ils soient homogènes. On ne va pas dire qu'ils soient identiques, voilà, qu'ils se ressemblent, mais il faut qu'ils soient homogènes, voilà, qui respectent une certaine organisation. Donc pour parvenir à résoudre ces problèmes, donc on a adopté des solutions rapides et économiques. Quand on dit rapide et économique, on va aller vers la standardisation, vers la préfabrication. Et là, on a utilisé l'aspect qu'on appelait le sériel, c'est-à-dire le travail de série, de catalogue. Donc c'est des bâtiments types qui rappellent le principe qu'on vient de dire de Durand. La standardisation des éléments de façade a permis de réduire les coûts tout en assurant un caractère unifié. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est garde-corps, ouverture, etc. Tout ça est bien choisi. Donc là, par exemple, on a un bâtiment 2, 3, 4, 5, 6. Bon, par exemple, on a 6 propriétaires qui vont construire 6 bâtiments. Ils ne vont pas être identiques, mais ils vont respecter une certaine homogénéité. C'est-à-dire, par exemple, si on arrive à la balustrade ici, c'est-à-dire ce qu'on va faire au niveau garde-corps du balcon, on ne va pas faire ou la dessiner ou la adopter les formes qu'on veut ou qu'on souhaite. Donc il y a un catalogue particulier et on va choisir. Par exemple, au niveau de cet îlot, vous devez utiliser type 1, ou type 2 ou type 3. Et donc là, il faut le respecter et l'adopter, ce qui donne cet aspect d'harmonie, d'homogénéité, d'uniformité. Et c'est pareil pour les éléments décoratifs, tout ce qui est console, corniche, arcade au niveau du rez-de-chaussée, etc.
La création architecturale a été confrontée à un dilemme, bien sûr, parce que travailler à partir d'un catalogue par rapport à un sériel, donc ça limite un peu la création, la créativité, les limites de conception. Mais là, c'était quand même quelque chose qui est dicté par un cahier de charge. Donc il faut respecter l'aspect HADA qui est dicté par la transformation. Et il fallait quand même trouver une solution comment avoir un bâtiment économique et tout en ayant un aspect esthétique correct. Les bâtiments ont la même hauteur et la même hiérarchie de la façade. Donc la différence, elle réside uniquement dans les ornementations. Donc quand on parle de hiérarchie de la façade, par exemple le bâtiment il est en 5 niveaux. Donc on va avoir deux niveaux au niveau du rez-de-chaussée premier, puis deux niveaux identiques, puis la partie supérieure par exemple. Et on va respecter tout ça. Généralement, l'immeuble haussmannien est divisé en trois parties. Le rez-de-chaussée affecté au commerce et aux services. Trois étages nobles affectés à la bourgeoisie avec leurs différentes classes. Deux à trois autres étages, y compris les étages mansardés. Quand on dit mansardé, c'est-à-dire lié fait une toiture inclinée avec une hauteur réduite. Donc là, c'est un exemple du sériel. Donc vous allez voir par exemple ornement et barre d'appui, cache jalousie et appui de croisée. Cache jalousie, c'est-à-dire ou cache rideau. Les ornementations des portes, les portes d'entrée pour les portes-balcons, ce qu'on peut faire au niveau des pilastres et des colonnes. Et donc là, il faut juste choisir. Donc l'architecte, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va avoir une certaine hiérarchie, un certain gabarit. C'est pas lui qui le fait. Donc le gabarit, il est dicté par le règlement. Donc vous allez avoir quatre ouvertures avec une hauteur de l'étage qui fait ceci, cela. Donc avec un choix au niveau du catalogue, il va juste composer. Donc vous voyez comment avec les mêmes éléments, même gabarit, on peut aboutir à des résultats qui sont homogènes, mais qui sont quand même différents. Donc ça c'est au niveau de la façade principale, mais pour des raisons économiques, certains bâtiments se contentent de simples ouvertures au niveau des façades qui donnent sur la cour. Donc c'est au même bâtiment, euh, dans la partie qui donne sur la cour, on va voir que des ouvertures. Il n'y a pas de marquage, il n'y a pas de cette attention aux éléments d'ornementation. Euh, Cette standardisation au niveau de l'immeuble haussmannien donne certains critères qu'on trouve un peu partout. C'est que les façades sont en pierre de taille. La partie du rez-de-chaussée elle est souvent traitée en bossage, très souvent striée horizontalement. Les balcons, c'est un élément qui est réservé aux étages nobles. Donc c'est quelque chose qui est fait pour donner plus de valeur. Parfois, il est continu sur toute la façade. La hauteur de l'immeuble par rapport à la largeur de la voie, c'est quelque chose qui est bien défini, c'est ce qu'on appelle la règle du prospect. Donc la règle du prospect, c'est quoi? C'est qu'on définit la hauteur du bâtiment, non pas par un souhait politique, mais par euh, une contrainte en relation avec l'ensoleillement. Et la contrainte et la règle, c'est la largeur de la voie. On la définit de cette manière. Donc la hauteur du bâtiment, elle est définie par rapport à la largeur de la voie. On définit l'angle, ok? Très souvent, c'est 45 degrés ou un peu plus. Et donc, si on veut aller un peu plus en hauteur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire un retrait. Donc, on est obligé de reculer vers l'arrière pour pouvoir respecter cette règle. Sinon, on fait un étage mansardé. Ça permet toujours ça permet, euh, ça permet un meilleur ensoleillement pour les voies, pour les bâtiments d'en face. La transformation de Paris a donné la naissance de nouveaux éléments urbains, notamment le mobilier urbain standardisé, dans tout ce qui est bancs publics, kiosques, lampadaires, panneaux de publicité, etc. Les parcs urbains, qui n'existaient pas
la période pré-révolution industrielle, donc par exemple bois de Boulogne, bois de Vincennes, et l'intégration de la végétation comme élément de composition au niveau des boulevards et avenues avec une règle d'alignement. Donc là par exemple, comment le bois de Boulogne avec une surface très importante, c'est le poumon de la ville. Il y a un peu partout au niveau de la ville des surfaces vertes très importantes. Donc toujours pour ces règles d'hygiène et pour l'image de marque de la ville. Le mobilier urbain, donc il était lui aussi réfléchi, standardisé, qui respecte cette règle du sériel. Donc on ne va pas faire des cabines téléphoniques ou des lampadaires comme on veut. Donc c'est quelque chose qui est soigné, qui est choisi, qui est fait selon les quartiers pour respecter un aspect d'uniformité. J'ai voulu attirer votre attention sur cette grille. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas très souvent en Algérie, mais c'est quelque chose de très important. Donc ça permet à l'eau de pénétrer vers le sol, ça permet une meilleure aération des racines, tout en ayant une surface de circulation libre. Donc pour faire le bilan, les opérations de reconstruction ont coûté très cher. Donc c'est l'équivalent de 25 milliards de dollars actuellement. Il a fallu démolir un nombre important de bâtiments et indemniser les propriétaires. En moins de 20 ans, Paris a eu plus de 137 km de nouveaux boulevards, et en remplacement à 500 km d'anciennes ruelles. 400 km d'égouts sous forme de galeries ont été creusés et plus de 850 km de réseaux d'eau potable. Je dis bien plus. Et juste pour l'anecdote, le réseau d'assainissement de Paris qui est carrément des galeries où on peut accéder, et la voiture peut circuler, etc. C'était quelque chose de très innovant et on y faisait même des excursions pour la bourgeoisie. Donc c'était quelque chose de très innovant à l'époque. Et c'est quelque chose qui fonctionne jusqu'à maintenant puisque sa dimension est très importante. Il peut accueillir plusieurs extensions futures. Donc ici on a certaines photos before after, donc avant et après la transformation, parfois en cours de transformation. Donc on a par exemple le boulevard qui donne sur le Panthéon. On a par exemple l'Opéra de Paris. Donc on voit l'Opéra avant et les différentes constructions. Donc le bâtiment n'est pas mis en valeur. Mais là, avec des opérations de percée, on va lui donner plus de valeur. Donc ça devient ainsi. Donc l'opéra au centre, les bâtiments qui forment la paroi urbaine qui donnent une perspective. C'est pas la même chose. Là, par exemple, comment les rues elles étaient étroites et en gardant le bâtiment avec sa valeur. Donc on va essayer de faire des démolitions d'un côté et en gardant des bâtiments de l'autre côté. Et on va élargir un peu les voies en essayant d'adopter un tracé beaucoup plus rectiligne. Donc la partie qui était un peu courbée, elle devient beaucoup plus rectiligne. Les places publiques, donc l'élargissement des voies ne se fait pas forcément au profit des voitures, mais il se fait aussi au profit des piétons pour offrir des places publiques qui sont exploitées actuellement pour des terrasses de cafétérias, de restaurants, et pour faire des shows en plein air, etc. Euh, on arrive à la deuxième partie du cours, c'est-à-dire l'exemple de Barcelone. Donc, on va voir qu'il y a de grandes similitudes entre le cas de Barcelone et le cas de Paris. Sauf que le contexte n'est pas le même. C'est-à-dire, à la même époque, en 1859, soit 6 ans après l'opération de Paris, Cerda, Île-de-France Cerda, qui est un ingénieur urbaniste, projeta le plan de régularisation pour l'extension de Barcelone. Donc, première différence, c'est qu'à Paris, on n'a pas fait un projet d'extension, mais on a fait une reconstruction. On a démoli et on a reconstruit Paris de nouveau. Et c'était guidé par le maire, par le préfet de Paris. Là, par contre, c'est un projet. Donc, c'est un projet, si on peut dire un projet urbain, c'est-à-dire
C'est pas dans la définition exacte du projet urbain, c'est-à-dire le projet d'une extension qui est fait par un ingénieur urbaniste. Donc, dans son livre Théorie générale de l'urbanisation en 1867, Cerda fut le premier théoricien urbaniste à créer cette notion et l'a considérée comme une discipline de fondement scientifique à part entière. Puisque auparavant, la ville, s'était pas réfléchie euh, dans cette approche de plan, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y a comme plan d'assainissement, plan d'éclairage public, plan de circulation, plan des rejets, des déchets, plan des espaces verts, les alignements et tout. Donc avant, c'était le résultat d'un enchaînement de bâtiments, le résultat d'une sédimentation de plusieurs couches d'extension à travers le temps. Là, par contre, ça devient carrément un projet réfléchi avec tous ces détails. Donc le plan de Barcelone repose sur la logique d'organisation en îlots. Et à la différence de Paris, Barcelone c'est une extension et c'est la première ville à se doter d'un plan. Donc là, on va voir que on a le port, c'est-à-dire c'est le noyau historique, la mer Méditerranée et le noyau de Barcelone. Cerda, il a projeté toutes ces extensions. Donc les similitudes sont claires, donc il y a quand même des points qui rappellent les percées et un plan orthogonal avec des îlots sous forme de carré. Cerda propose d'organiser les voiries de manière hiérarchique où les petites voies jettent dans les plus importantes, chose qu'on voit actuellement, c'est-à-dire des voies principales, secondaires, tertiaires, avec des largeurs différentes. Et même si on se perd au niveau d'une ville, on peut facilement aller d'une voie principale à une voie secondaire selon les largeurs. La logique qui est appliquée aux îlots, c'est-à-dire en attribuant des fonctions selon la nature et la dimension de la voie qui borde l'îlot. Donc par exemple, si on a un bâtiment important qui doit travailler à l'échelle de toute la ville, on va essayer de le disposer dans un îlot qui donne sur une voie principale. Donc un équipement qui travaille à l'échelle du quartier, par exemple une école, on peut le placer sur un îlot qui donne sur une voie secondaire ou tertiaire. Donc la hiérarchie des voies mécaniques donne une hiérarchie des îlots qui elle-même donne une hiérarchie au niveau des fonctions et des équipements. L'îlot s'inscrit dans un carré de 113,33 mètres avec des coins chanfreinés à 45 degrés. Le plan original envisageait une hauteur de 16 mètres pour chaque îlot, c'est-à-dire la hauteur maximale, en attribuant un rôle clé au parc à l'intérieur des îlots. Donc là, c'est une image satellite des différentes occupations pour le même îlot. Malheureusement, le plan de Cerdan n'a pas été respecté, parce qu'au niveau du plan, le cœur d'îlot, c'est carrément une surface verte. Mais là, on voit qu'il a été occupé partiellement au niveau de certains îlots. Donc, la forme de base, c'est un îlot carré, chanfreiné à 45 degrés, mais on peut intégrer certaines surfaces vertes, certaines places. On peut diviser un îlot sur deux dans le sens longitudinal ou transversal. Donc ça permet de donner des variantes au tissu urbain selon les fonctions choisies. Là par exemple, on libère carrément l'angle de l'îlot pour une raison bien définie. Donc Cerda attribue aux rues intérieures des îlots une largeur de 15 mètres, 40 mètres aux extérieurs et entre 40 à 70 aux avenues, les grandes percées. La trame en damier fait ressortir des îlots carrés. Et la raison pour cette troncature à 45 degrés, c'est pour fluidifier d'abord la circulation des transports et maximiser la surface ensoleillée. C'est-à-dire là, si on veut par exemple faire tourner, au lieu d'avoir un angle ici, un angle droit, donc avec ce chanfrein, ça facilite la circulation. Et on va avoir une autre façade. Donc si on travaille avec un îlot carré, on a uniquement 4 façades, mais là on a 8. Donc chaque troncature, on va avoir une largeur ici de l'ordre de 15 mètres à peu près, qui forme une façade supplémentaire qui permet d'être bien
ensoleillées. Et donc vous voyez que le plan en damier, il est fait comme une trame de fond et les percées vont couper les îlots. Donc ce qui résulte avec des îlots d'une forme triangulaire voire trapézoïdale. Une vue aérienne de l'extension qui a été faite et étudiée par CEDA, ça donne un aspect très homogène avec, avec un gabarit très régulier et respecté. L'approche théorique de l'urbanisme s'est traduite dans le dessin de tous les détails relatifs à la ville, c'est-à-dire le plan de la ville, qui inclut le plan des égouts, schéma des voiries, règlement des hauteurs, des occupations des sols, détails de la végétation, c'est-à-dire en choisissant l'espacement entre les plantes, quelle plante faire pour cette avenue ou ce boulevard, etc. Et donc tout ça, il était très bien documenté à travers des coupes schématiques pour les réseaux d'assainissement, pour les plantations, pour les largeurs, pour la disposition du réseau de transport, etc. Même regardez pour l'inclinaison des voiries pour permettre un écoulement des eaux qui soit le plus naturel possible. Et c'est connu, Barcelone c'est la ville des platanes, donc on a un alignement des arbres avec des dimensions précises, respectées, ça donne un aspect très organisé de la ville. Bien sûr, comme on l'a dit au niveau du cours, l'opération de Paris et de Barcelone n'était pas les seules. Donc on a par exemple une autre opération à Vienne qui était pratiquement dans le même contexte, c'est-à-dire travailler une extension du centre ancien. Donc l'opération à Vienne, c'était pas une reconstruction, mais c'était travailler cette couronne, et c'était travailler beaucoup plus dans un aspect, donc on a le centre, ok, et ici on a la couronne qui a été travaillée au niveau de l'extension. C'était une série de boulevards et des interconnexions entre les différents monuments visuellement, ok, avec beaucoup d'espaces verts. En synthèse, il faut retenir qu'au milieu du XIXe siècle, le tissu traditionnel existant n'est plus fonctionnel. Les rues étroites, sinueuses, l'enchaînement du bâtiment et l'absence de hiérarchie ne permettent pas d'avoir une ville fonctionnelle. Donc, cette vague de transformation, c'était le résultat, la conséquence de l'industrialisation des villes. On est passé vers un nouveau tissu donc qui adopte une hiérarchie des voies avec une nouvelle typologie, le boulevard, avenue, etc. C'est des voies qui sont rectilignes, non pas sinueuses, avec une très bonne organisation. Une hiérarchie entre les formes, c'est-à-dire des voies principales, une hiérarchie au niveau des îlots, une hiérarchie au niveau des fonctions. Toutes ces opérations ont déclenché une série de critiques, de lecture et d'analyse dans l'optique de chercher des modèles pour les villes. Donc là, on s'est dit, tiens, si la révolution industrielle a engendré ce besoin, il fallait reconstruire et faire tout cela. Est-ce qu'il y a une ville modèle? Est-ce qu'il y a une ville idéale? Est-ce qu'il y a une ville qui peut être fonctionnelle en les années 1900 et qui